Ça va faire. Bon, on s'arrêtera là, ça ira. Salam alaikum. Saïd, subhanallah, mashallah, on est super content de te recevoir. Je suis super content d'être là et de l'invitation. Barakallah. Alhamdulillah, c'était vraiment une grande occasion. On a eu du mal à te. T'étais comme choper. une savonnette là, on savait pas si. On savait pas si on allait En fait, il y a un réussir. truc, vraiment, c'est quand je vais ici en France, je sais pas, tu sais, comme je viens rarement, il y a beaucoup de rendez-vous, de choses comme ça, donc c'est très difficile d'honorer tous les rendez-vous, mais alhamdoulilah, la famille, il n'y a pas photo, j'étais obligé d'être là, donc je suis ravi de ton invitation. Merci beaucoup. Bienvenue sur Nomade Muslim. Ok, Donc c'est le podcast Nomade Muslim justement, et nous on recherche à avoir ici dans notre studio des gens machallah, qui sont bougés, qui ont fait des choses, qui peuvent pour s'en inspirer tout simplement. Que ce soit au niveau du business, du mindset, de la religion. On espère recevoir des savants de l'islam francophone aussi. Vraiment de tout et n'importe quoi entre guillemets. Mais on veut vraiment faire venir les gens comme un message. Et toi, bien sûr, machallah, pour ce que tu fais, c'est vraiment, t'es vraiment une inspiration pour beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas encore compris ce que tu faisais. Donc, et je trouvais ça intéressant plutôt que ce soit moi qui te présente, parce que je pense que vu que tu as plusieurs casquettes, c'est ça. donc ce serait plus intéressant que ce soit toi qui te présente, Inch'Allah. Ben écoute, avec grand plaisir déjà, c'est bien, Barakallahu Fik, pour l'invitation, et puis c'est très bien cette initiative de vouloir interagir avec un maximum de personnes, parce que c'est justement en interagissant avec des personnes d'horizons larges et variés que tu apprends le plus en fait. Donc voilà, donc déjà par rapport à ça c'est génial. Alors moi ce que je fais, tu sais, souvent en fait des fois dans la famille quand on se revoit après longtemps ils me disent mais tu fais quoi en fait finalement? Et même moi, j'ai du mal à répondre à cette question-là. Mais il y a une base en fait qui en sort, c'est que l'objectif aujourd'hui, c'est d'aider les gens à faire le point à faire un travail intérieur, changer leur monde intérieur pour pouvoir impacter le monde extérieur. Donc ça peut se matérialiser de différentes façons. On accompagne des gens, on les aide à adopter un mindset positif, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout ce qui va être lié à l'optimisme, eh bien, ça va avoir un impact sur la productivité, sur les résultats que l'on va obtenir, sur les interactions que l'on a avec les gens, dans notre communication, on va inspirer d'autres personnes, et ensuite, ça peut se matérialiser aussi dans le business. C'est vrai que le business, c'est mon cheval de Troie. On dit ça ou pas? Non, c'est pas mon cheval de Troie. Mon cheval de bataille. Non, c'est mon cheval de bataille et du coup, c'est mon cœur de métier. J'aide les gens à se lancer sur Internet ou les entreprises à utiliser Internet pour développer leur chiffre d'affaires. Je fais beaucoup de choses, mais vraiment le message que je veux faire passer, moi tu me donnes la parole, ça y est, c'est terminé. Vas-y, elle est à toi la parole. Non, en fait, moi vraiment le message que je veux faire passer, c'est que de plus en plus je me rends compte que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés de manière unique. Tu vois, il n'a pas créé des clones. Et donc tout le monde va avoir des forces, un potentiel, donc des forces et des faiblesses bien évidemment, mais un potentiel. Et en fait, on va être une recette unique. Chaque personne est une recette unique. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il avait souhaité créer des gens qui étaient pareils, qui vont dans la même direction, il l'aurait fait. Mais s'il a créé des gens uniques, avec des ressources, des talents, un potentiel différent et unique, c'est qu'il y a une raison. Et moi, l'objectif, c'est d'aider les gens à prendre conscience de ce potentiel pour impacter leur monde intérieur. Alors ça peut être leur monde intérieur eux-mêmes, leur famille, leurs proches, et à plus grande échelle, si on est entrepreneur, des milliers, voire des millions de personnes. Voilà ce que je fais. En tout cas, ce que je souhaite faire et utiliser mon existence, Inch'Allah. Machallah. Ok, donc t'habites où? J'habite à Tanger, au Maroc, depuis 6 ans, 6-7 ans, quelque chose comme ça. Ok, ça se passe bien là-bas? Machallah, c'est magnifique. Alors, j'ai pas de lien d'affiliation pour Tanger. Non, mais franchement, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette ville, je suis tombé amoureux de cette ville et ça se passe très, très, très bien. Alhamdulillah. Qu'est-ce qui t'a fait fuir la France? Pourquoi je parle de fuir tout de suite? Non, parce que j'imagine que c'est pas ça, mais. J'aime beaucoup la France aussi. La vérité, j'aime la France. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir? En fait, disons que à un moment donné, il y avait une certaine pression quand même. C'est-à-dire que moi, quand j'ai quitté la France, j'étais déjà entrepreneur. J'aidais les musulmans à créer une activité sur Internet. Et déjà à cette époque-là, il y avait beaucoup de pression
Pression sociale ou pression sociale, fiscale. Fiscale, ça a toujours été. Et c'est vrai que les gens en fait avaient du mal à trouver du travail, étaient refoulés sur le marché du travail parce qu'ils portaient soit le hijab, soit la barbe, soit trop bronzés, soit... Bref, ils étaient pas, ils rentraient pas dans le moule si tu veux. Et donc, comme mes enfants commençaient à grandir, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Et il y a cette fameuse histoire que je raconte de temps en temps où donc, il y avait plein de débats à la télévision, et il y avait notamment un débat sur la théorie du genre, qu'est-ce qu'on va enseigner à l'école, etc. Et ça m'a un peu fait prendre conscience qu'il fallait, s'il fallait partir, c'était maintenant. J'en ai parlé à ma femme, et ma femme me dit écoute, c'est soit on en parle maintenant, une bonne fois pour toutes, soit on n'en parle plus jamais. D'accord. Je ne vais plus entendre parler de on bouge. Wow. Et en fait, par fierté, je me suis dit, ouais, t'as raison, viens, on en parle. Et on en a parlé, on a pesé le pour et le contre. Et au même moment, genre une demi-heure après, j'ai appelé l'école, j'ai réservé l'école pour mes enfants. On a réservé des billets pour partir en repérage. Arrivé là-bas, un mois plus tard, on a créé une entreprise, on a inscrit nos enfants à l'école. Bref, on a tout fait en un temps record. Tu vois. Et alhamdoulilah, je pense que quand tu as une bonne intention et que tu veux cheminer vers le mieux, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre des portes et il t'aide. Quel que soit l'objectif que tu as. Ça me fait penser d'ailleurs que je pense que c'était un de tes meilleurs posts sur ton blog à propos de emménager à... Ma hijra à Tanger. Ouais, c'est vrai que ce post, subhanallah, j'ai écrit donc ma hijra à Tanger, 8 mois après, point d'étape, après 8 mois. Et j'avais optimisé pour que les gens qui recherchent hijra, par exemple Maroc, puissent tomber sur ce post. Et là, c'était l'un des meilleurs posts, effectivement, parce qu'il recevait à peu près, je sais pas, 2000-3000 visites par mois, juste sur ce post. Et ça m'a fait rencontrer énormément de gens qui voulaient justement quitter la France pour aller... Et donc voilà, je kiffais déjà à l'époque Tanger. Tu te rappelles de ce post-là un peu ou... C'est toi qui en as parlé dans un de tes séminaires, je pense, mais je l'ai même pas lu. Je pense que je suis tombé dessus dans mes recherches, mais j'ai jamais cliqué. Bah en fait... Et c'est toi qui en as parlé, quoi. En fait, j'ai parlé vraiment de tout ce que j'ai kiffé au Maroc. Bah déjà, bien évidemment, tu peux t'habiller en turban, tu peux t'habiller en jean, tu peux t'habiller comme tu veux, personne ne te calcule. Déjà, ça c'est génial, c'est une diversité et le fait que les gens ne s'arrêtent pas à ça, si tu veux. Alors, il y a d'autres problématiques, mais ça, il n'y avait pas. Ça me changeait donc de la France. Il y a le coût de la vie également. Tu sais, en France, tu veux un appartement, il faut que tu passes par le 1% patronal. Si tu as un peu de chance, 2 ans après, tu as ton appartement. Au Maroc, tu vois un appartement qui te plaît, en 2 jours, tu y habites. Des appartements de 100 mètres carrés, 150, 200 mètres carrés, et qui coûtent deux fois moins cher que le prix en France. Après, tu as les fruits. Alors, ce qui m'a percuté aussi, c'est les fruits et légumes qui avaient du goût. Donc, je savais pas que. Vraiment, il y a un avant-après. Donc, on allait au marché, on prenait des fruits et légumes, on dit, mais ça, ils ont vraiment du goût, ces légumes. Après, je suis de nature très optimiste, donc j'ai cette facilité à voir tout ce qu'il y a de positif. Il y a du négatif, sur le plan administratif, c'est pas évident. Mais je préfère me focus sur ce qu'il y a de bien et je me sens bien au Maroc, donc forcément ça me donne envie d'y rester. T'es parti là-bas, t'étais déjà dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu avais déjà des revenus qui te permettaient de bouger ou... J'avais déjà des revenus, c'est très difficile parce que j'étais dans une phase de transition. En fait, c'est une très bonne question que tu poses parce que ça peut aider des entrepreneurs à comprendre un petit peu par quelles étapes on peut passer. J'avais un site qui s'appelait Islamic Deal, c'était une boutique en ligne alors ça fonctionne, qui générait des revenus mais qui demandait énormément de travail. Donc je faisais entre 2000 et 5000 euros par mois. Donc 5000 euros pendant le ramadan par exemple, il y avait beaucoup d'achats sur le site. Et le truc c'est que j'étais fatigué, au bout d'un an, ça y est, j'en pouvais plus. C'est une boutique en fait. En fait, c'était un site de deal, je sais pas si tu connais Groupon. D'accord. C'était un genre de Groupon, mais pour les musulmans. Donc il fallait faire des partenariats avec des boutiques, proposer des offres sur le site et autres. Donc le truc qui était difficile, donc c'était ça. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller au Maroc. Comme j'ai pas la possibilité de recruter en France, parce que voilà, c'est minimum le SMIC. Et si tu donnes le SMIC, il faut que tu donnes le SMIC aussi, enfin tu donnes la même somme en cotisation sociale. Je me suis dit, ouais, c'est compliqué. Et au Maroc, peut-être que j'aurais plus de facilité à ce niveau-là, d'accord, pour pouvoir faire upgrader ma société. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai pas réussi à trouver de commercial. J'ai pas senti que les commerciaux que j'ai rencontrés allaient s'investir dans mon entreprise comme moi je m'investissais. Et j'ai commencé à chercher des solutions, je suis tombé sur des formations, notamment une formation sur les super lancements, et c'est comme ça que je suis rentré un petit peu dans le blogging. Donc j'étais entre deux, on va dire, quand je suis arrivé là-bas, les premiers mois j'étais entre deux. Donc je travaillais sur les 2 projets à la fois, le blogging et boutique en ligne. Ok. Machallah.
Euh, Moi, ce qui m'a vraiment. Enfin, une des choses qui m'a vraiment percuté chez toi, bon, c'est plusieurs choses, mais ça revient à la même chose, c'est ta sincérité quoi, dans l'échange. C'est-à-dire on ressent vraiment qu'il y a un échange et je pense que quand tu es marketeur, c'est dur de faire croire aux gens que tu es sincère, alors que le marketing, c'est justement tout optimiser, quoi. Mais je pense que tu as vraiment une sincérité. Alors ça d'une part, et puis d'autre part, bah, justement, à travers notamment le partage que tu fais de ton histoire personnelle, de ton vécu, de tes expériences, quand même assez extraordinaire, quoi. En fait, je suis passé par des phases très négatives, très positives. C'est intéressant ce que tu dis par rapport aux marketeurs. Moi, je pense que c'est beaucoup une question d'intention. On peut très bien, moi je l'ai été à un moment donné, être focus sur plus de ventes, plus de ventes, plus de ventes, plus de ventes. Et là, ça se ressent en fait au niveau de ta sincérité, ça se ressent au niveau du chiffre d'affaires, je fais moins de chiffre d'affaires. En réalité, la meilleure stratégie, c'est d'être sincère. Tu sais, quand on a fait l'événement là, avec Rachid, il y a une personne qui est venue voir à la fin et qui m'a dit « Je peux te poser une seule question ?» Je me suis dit, elle était vraiment... elle me dit « Pourquoi tu donnes tout ça ?» Et j'ai pas compris la question sur le coup. Je lui dis mais elle me dit parce qu'en fait tu donnes beaucoup, il va te rester quoi? Parce qu'on a cette impression que le fait de donner, eh ben, il va nous manquer quelque chose. Alors que ce n'est absolument pas le cas. Plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Tu sais, moi j'ai envie de croire qu'on est tous plus ou moins connectés les uns aux autres. Parce que si je fais quelque chose et qu'il y a des gens autour de moi, ça va les impacter. Tu es d'accord avec moi? Ça va avoir une influence sur eux. Donc on est tous connectés. Donc quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est comme si tu donnais quelque chose à toi. Et en plus, si tu remarques bien, si tu fais attention à nos sentiments au moment où on va donner quelque chose, on va se sentir bien. Pourquoi on se sent bien alors qu'on a donné quelque chose? Donc en fait, on n'est pas amputé de quelque chose, on gagne quelque chose. Quand tu comprends ça, que ce soit dans le business ou ailleurs, ça change totalement ta vision du business et surtout, tu prends du plaisir à faire du business. Tu vois, je donne beaucoup, mais je récupère beaucoup aussi quand tu regardes bien. Je donne beaucoup, je récupère beaucoup. Et j'hésite pas à investir. C'est-à-dire, je suis pas dans le calcul. Je me dis pas, si je leur donne ça, après il ne restera plus rien à leur donner dans ma formation ou machin. Je donne. Parce qu'un produit gratuit, un cadeau, c'est un cadeau. Une formation, c'est une formation. C'est deux objectifs différents et c'est peut-être deux méthodologies différentes également. J'ai dit, moi, tu me laisses partir, hein, je vais trop enchaîner. Ouais, il y a. C'est vrai que le fait de donner, plus tu donnes, plus tu reçois, je pense que c'est un peu la méthodologie islamique, quoi. Enfin, Allah, il a créé le monde comme il l'a créé, c'est-à-dire la sunna d'Allah, c'est-à-dire la façon dont les choses se passent, que ce soit dans l'islam ou en dehors de l'islam, ça se passe la même chose, c'est-à-dire que quelqu'un qui donne, il va recevoir automatiquement. Clairement, tu sais, et en plus ça permet aussi, tu sais moi au début pourquoi je suis rentré dans ce schéma où je vais donner, parce que ça me faisait mal au cœur de voir que certaines personnes ne pouvaient pas avoir accès à mes formations. En même temps, je suis un entrepreneur, j'ai besoin de générer du chiffre pour pouvoir réinvestir cet argent, pour pouvoir l'utiliser pour moi-même en réalité. Et du coup, je me suis dit, mais il y a un bug en fait, je me sens mal à l'aise face à toutes ces personnes qui disent, je ne peux pas me lancer, donc du coup, parce que j'ai pas Donc en fait, on a lancé des bourses d'études. Donc les gens faisaient des challenges et puis on offrait des bourses d'études à un certain nombre de personnes. Mais c'était 10 personnes sur les centaines qui nous demandaient. Et je me suis dit, tu sais quoi, en fait la seule solution en réalité, pour être vraiment à l'aise avec le fait de vendre, parce qu'on passe tous par cette phase où on se dit, ouais je vends, est-ce que c'est pas bien la vente, machin. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais tellement offrir qu'en fait une personne qui ne peut pas accéder à ma formation, à tout l'accompagnement que l'on propose, je vais dire, écoute, il y a au moins 150 vidéos qui sont publiées sur ma chaîne, il y a au moins 30 heures, 40 heures de formation qu'on donne gratuitement. Fais déjà ça. Si tu as besoin de plus, tu viens nous voir. Et si tu fais ça, en réalité c'est ça, si tu fais ça, tu obtiendras des résultats. Tu vas peut-être commencer à générer des revenus. Tu auras assez pour acheter nos formations. Et puis moi je suis à l'aise parce que je sais que j'ai donné plus que ce que je reçois. Voilà, c'est ça. Tu as parlé de gagner de l'argent, d'investir, dépenser pour toi. J'en ai parlé dans un interview que j'ai eu avec Rachid Amzil, que tu connais peut-être. Rachid Amzil, ouais, c'est mon mentor. Et machallah, et donc on a parlé un petit peu d'argent parce que je pense que c'est quelque chose que moi-même j'ai eu et j'en ai toujours des problèmes à savoir comment gérer son argent ou son rapport avec l'argent. Et il disait quelque chose de très intéressant, c'est que même les sahaba, à leur époque, ils n'avaient pas de problème avec l'argent. Comme on voit des sahaba qui étaient très riches, très fortunés, et qui vivaient
en fonction de ça, mais qui travaillait pour l'islam et donc qui n'avait pas de cette gêne par rapport à l'argent. C'était intéressant ce qu'il a dit. Et c'est super intéressant, d'où c'est un exemple Rachid pour moi parce qu'il a des réflexions comme ça qui sont très très impactantes. Et pour en revenir aux Sahaba, moi, il y a, tu sais, Abdurrahman ibn Auf, enfin, il dit arrête de parler de Abdurrahman, t'en parles dans toutes les vidéos. C'est quelqu'un qui a joué un rôle énorme dans ma vie. Quand j'ai lu son histoire d'entrepreneur, je me suis dit, mais en fait, il y a énormément de leçons à tirer. Et ce qui est intéressant aussi dans son histoire, c'est qu'il était riche, extrêmement riche. S'il vivait à notre époque, il serait milliardaire. C'était l'un des proches compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un des 10 promis au paradis. Donc en fait, la foi et la richesse, ça peut se concilier. Il en est la preuve et d'autres compagnons aussi. Et surtout, en fait, ce qui m'a vraiment intéressé dans sa vie, c'est que les Ansar, les gens qui habitaient à Médine, en réalité tous les gens, disaient on a tous l'impression d'être associés avec Abdurrahman ibn Auf, tellement qu'il distribuait. Et en fait, notre rapport à l'argent, il est difficile ici parce qu'on donne trop d'importance à l'argent. Si tu reprends en fait l'histoire d'Abdurrahman ibn Auf, à la fin de sa vie, donc on entend des bruits, le sol qui bouge et tout. Les gens ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? On dit c'est Abdurrahman ibn Auf qui arrive avec 700 chameaux, une caravane de 700 chameaux. Donc ils n'avaient jamais vu ça à Médine. Et il arrive avec tout ça et Aïcha radiyallahu anha lui dit, quand elle le voit, elle lui dit j'ai entendu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu entreras au paradis en traînant des pieds. Donc en gros, alors ça a été interprété de plusieurs façons, mais lui ça l'a tellement touché cette phrase qu'il a dit tu as raison, j'ai entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que je vais faire, je vais donner toute ma caravane. Tu vois son détachement par rapport à l'argent, c'est la richesse, ok, mais il est détaché. Il sait que c'est simplement un outil qui lui permet d'atteindre des objectifs, notamment l'objectif ultime. Tu vois le truc? Et ça, pour moi, c'est hyper inspirant. Arriver à ce niveau-là, c'est magnifique. Arriver à se dire que j'ai beaucoup d'argent, je suis millionnaire. En fait, je suis détaché, c'est un outil. C'est comme ma paire de chaussures ou ma voiture. C'est des outils, en fait. Moi, comment je vais utiliser ces outils? Dans le bien, dans le mal? Plus dans le bien, plus dans le mal, parce qu'en fait, c'est difficile de rester, de garder une ligne directrice. Tu sais que j'en ai parlé il y a quelques semaines sur Facebook justement de Abdurrahman ibn Auf. Ok. Et donc j'avais lu sa biographie et il a dit, Allah a tellement mis la baraka dans ce dunya pour moi que même si je soulevais une pierre, j'allais trouver de l'argent en dessous. De l'or. Et ça me fait penser à justement l'attraction par rapport au succès. On parle souvent de l'attraction, le succès vient à nous, c'est pas nous qui allons au succès, tout ça. Lui, c'est vraiment l'exemple même de ça. Mais tu sais, il y a un truc, c'est qu'il était pleinement connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il avait un vrai tawakkul. Tu vois, le tawakkul, aujourd'hui, on parle beaucoup de ça. On dit la confiance en Allah dans des mots, mais c'est dans les actes. Lui, je veux dire, il vient sur Médine. Il connaît personne, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place des partenariats fraternels. Et quelqu'un lui dit, je te donne la moitié de ce que j'ai. Je veux dire, moi je suis dans une galère de ouf. J'arrive dans une ville, quelqu'un me dit, je te donne la moitié de ce que j'ai, t'inquiète, je te mets bien. Je dis, bah vas-y, donne-moi juste un petit peu le temps que je me refasse, mais merci Barakallah. Lui dit, non, Barakallah au fait, garde ce que tu as, juste montre-moi où est le marché. Parce que je sais, au plus profond de moi-même, qu'en fait il suffit de faire les causes pour obtenir l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Frère, ça c'est un mindset de malade. C'est ce qui a été vraiment un déclic moi dans ma vie. Et je demande à Allah de nous permettre d'atteindre ce niveau-là. Je parlais avec un frère justement, un prédicateur en France, de l'argent justement. Et lui me dit qu'il avait un problème effectivement pour vendre ses cours et tout. Il n'aimait pas mélanger religieux et argent. Et je lui dis, mais regarde, Abdurrahman ibn Auf, il vendait, etc. et tout, c'était un commerçant. Et il m'a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit, écoute, lui, en fait, son contenant, si tu veux, il était déjà optimisé. Dire quand tu fais des qiyam al-layl où tu récites une grande partie du Coran pendant la nuit, je veux dire psychologiquement, spirituellement et même physiquement, tu es prêt en fait à toute forme de tentation, à essuyer toute forme de tentation parce que tu es connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je pense que notre challenge il est là. Il est essayer de se connecter avec Allah par les actes d'adoration, renouveler régulièrement notre intention pour que si on gagne un jour beaucoup d'argent, eh bien on ne change pas notre fusil d'épaule. Bismillah. Ok, je t'ai fait peur. Putain, voilà, excuse-moi. Bon, on se reprend tranquille. Alhamdulillah. En tout cas, mashallah, donc on parlait de Sidi Abdurrahman ibn Auf,
sûr, subhanallah, c'est vrai que c'est impressionnant. J'étais parti même dans une théorie, moi, que Khadija, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était une entrepreneur, une des plus, une des femmes les plus riches de Makkah à son époque, subhanallah. Et elle est un peu personnage unique, elle fait partie des 5%, quoi. Et j'ai retrouvé ça dans la communauté, qu'en fait, il y a 95% des musulmans, ils vont dire non, la femme, il ne faut pas qu'elle soit entrepreneur, il faut qu'elle reste à la maison. Ils font comme 95% des musulmans, et que ces 5%-là, des musulmans qui sortent de leur zone de confort, ils s'inspirent de personnes comme Khadija, radhiyallahu anha, et finalement, il y a vraiment déjà tout est là devant nous, il suffit d'ouvrir les yeux, quoi. En fait, ouais, c'est exactement ça. C'est très intéressant parce que tu sais, le même public qui va dire qu'il ne faut pas que la femme soit entrepreneur, il ne faut pas que la femme travaille, eh bien, c'est le même public qui va trouver désolant qu'on ne trouve pas de femmes dans les hôpitaux quand on a une femme qui est malade et qu'on veut qu'elle se fasse ausculter par une femme. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux que ta femme soit en contact avec des femmes. En fait, logiquement parlant, il faut qu'il y ait des femmes en fait, qui puissent se lancer, qui puissent profiter de leur potentiel. C'est le frère donc Ismaël Mounir qui avait dit ça lors d'un live sur le groupe Côte Sahelienne, et donc il m'explique, il nous a expliqué qu'effectivement, il y a beaucoup de fausses croyances par rapport à ça, beaucoup d'interprétations un peu exagérées, mais moi clairement je prône, non, pas forcément uniquement l'entrepreneuriat, mais pouvoir utiliser les ressources qu'Allah a mis à notre disposition dans le bien, ne pas être passif. Parce que si tu es passif, si tu stagner c'est mourir. Il n'y a rien sur cette terre qui stagne et qui vit en fait. Ouais, ça va. Allez-y, montez là-haut. Mais non, on était tranquille dans le jardin. Tranquille, bah allez-y alors, montez, allez, restez dans le jardin. Mais ça va aller Ça a dit. Donc t'inquiète. Où est-ce qu'on va? L'entrepreneuriat. Ouais, l'entrepreneuriat, oui, c'est vrai. Et, je pense que de toute façon, Shaitan, il utilise tout. Il utilise toutes les possibilités, il va les utiliser jusqu'à tel point qu'il va utiliser la piété comme un piège, finalement. Bien sûr, en fait, quand tu as un pauvre qui est là, qui demande de l'argent, et que tu te dis, ouais, mais si je lui donne, c'est peut-être par ostentation, donc je donne pas. Tu vois, c'est un piège, je veux dire, de Shaitan. En fait, moi je pense qu'il n'y a pas, c'est pas blanc ou noir. C'est en fonction d'un contexte, c'est en fonction d'une situation, c'est en fonction d'un état d'esprit. Effectivement, tu ne peux pas te permettre de faire des choses à Mecca comme en France, en fait. C'est différent, c'est deux mentalités, deux cultures différentes. Pourtant, voilà, les deux choses vont peut-être autoriser. Peut-être que dans un pays, ça va être très mal vu, donc ça va créer une sorte de désordre. Peut-être que dans un autre pays ou dans un autre contexte, non. Donc en réalité, c'est ni blanc ni noir. Il faut trouver la voie qui nous semble la plus juste, nous personnellement, et la plus en accord avec nos valeurs. Qu'est-ce qu'on dit? Ah ouais, c'est ça, il faut vraiment, moi ce qui me surprend énormément en fait, c'est par rapport à moi-même jusqu'à très récemment, finalement, je me suis aperçu que j'utilise l'islam comme une excuse en fait. Ouais. C'est toujours une excuse pour ne pas faire telle ou telle chose, parce que on va toujours trouver un hadith. Et on voit même à l'intérieur de l'islam, chaque groupe dans l'islam va justifier leurs actes ou leurs non-actes par des hadiths. Et nous c'est pareil en fait, on va justifier notre non-action par des hadiths, ou le fait de dire à sa femme ne fais rien, n'entreprends rien, ne sois pas créative, par rapport justement à des excuses. C'est toujours ça en fait. C'est exactement ça. Et tu sais, tout à l'heure on a introduit en disant que voilà, on est unique. Forcément, si on est unique, on a aussi une interprétation unique. Tu vois, un hadith, je vais te le donner, tu vas l'interpréter d'une certaine façon, peut-être qu'une autre personne va l'interpréter d'une façon complètement différente. D'accord? Donc moi je pense qu'effectivement, à un moment donné, il faut aussi essayer de faire un travail sur soi. Parce que quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, quelqu'un qui vit des épreuves, il aura peut-être une autre vision du monde que quelqu'un qui va bien. Moi je l'ai vu dans WMA par exemple, dans ma formation, j'avais deux personnes qui avaient le même profil sur le papier, un mec qui réussissait tout, et l'autre qui foirait tout. Tu vois, c'est quoi la différence entre les deux? C'est le mindset. Et quand tu creuses un petit peu, en regardant pourquoi tu foires tout, tu te rends compte qu'en fait la personne en question vit des épreuves,
que c'est très négatif, que quand tu vis des épreuves de façon générale, tu interprètes le monde négativement. Tu vois, je donnais l'exemple tout à l'heure de la rage de dents. Tu as une rage de dents, si j'ai une rage de dents, tu viens me parler de Shakespeare, j'ai pas trouvé ça beau. Et tu vas laisse-moi tranquille, là, j'ai pas le temps de parler de ça. Parce que je suis pas bien, j'ai une douleur. Ben, il y a des personnes qu'Allah nous en préserve et qu'Allah les guide et leur accorde la guérison, qui vivent vraiment avec des douleurs profondes, suite à des chocs émotionnels, suite à un passé, un vécu difficile qu'ils ont du mal à accepter. Et ces personnes-là sont généralement font de bons haters, tu vois, sur internet. Et quand tu creuses, tu te rends compte que c'est un mal-être intérieur, que ça part d'une bonne intention, c'est juste qu'ils n'interprètent pas forcément comme toi tu interprètes. Barakallahu fik. La famille. Barakallah. La famille. Il faut que tu me parles de comment tu arrives à gérer, surtout pour les entrepreneurs, c'est très important. Je pense que dans ta formation WMA, tu en parles beaucoup, même dans tes interventions, tu parles toujours de commander les sushis pendant que pendant que tu travailles intensément, tu préviens ta famille, tout ça. Donc, je veux dire, c'est vrai que vivre de ses propres revenus, de ses propres labeurs comme les entrepreneurs, c'est vrai que ça te demande un certain sacrifice, tout ça. J'aimerais savoir un petit peu, si tu pouvais nous partager un peu ça, comment tu... C'est une très bonne question parce que c'est un sujet que j'ai envie d'aborder de plus en plus. Tout le monde croit que l'entrepreneuriat c'est tout beau, tout rose. C'est tout beau, tout rose, mais avant que ce soit tout beau, tout rose, déjà il y a des fondations à créer. Si tu n'as pas les bonnes fondations, tout s'écroule au moindre coup de vent. Clairement, c'est une image, mais c'est une image qui est représentative de la vie de plusieurs entrepreneurs. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'opportunités. Je vais commencer à travailler sur une opportunité. Avant même d'avoir construit les fondations, je vais travailler sur une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et finalement, au bout de 10 ans, j'ai rien construit. D'accord ? J'ai commencé des terrains comme ça, mais j'ai rien construit. Bouchra, qui de Opalis, dit cette phrase, dit en fait, ne soyez pas le feu d'artifice qui va éclairer tout le monde un instant et puis après plonger tout le monde dans le noir, mais plutôt une lumière qui va tout le temps, de manière continue, éclairer les gens. Elle a trouvé où le gâteau? Il a trouvé où? Je sais pas. Tu sais, Il faut que je trouve les clés. Oui. lui, Mais c'est Ahmed, c'est pas Mohamed. Non, allez les enfants. Ok, ouais, vas-y alors, bismillah, la famille. La famille bah, ça se passe bien. Alors la famille, comment tu fais pour concilier tout ça? Ouais, Parce que quand tu es entrepreneur, franchement, c'est... en fait, c'est vrai que c'est dur. Mais en réalité, c'est pas si dur que ça. Tu sais, dans une journée, la journée d'un entrepreneur, quand les enfants, disons, sont à l'école, tu as combien d'heures? Donc, tu te lèves, je sais pas, à 5h, 6h du matin. Disons 6h du matin. 7, 8, 9, 10, je veux dire, tu as au moins 7 heures dans la journée. Si tu es productif, 7 heures par jour, 5 jours sur 7, c'est déjà énorme en fait. Le vrai problème, c'est que notre attention, elle est diluée dans plein de projets, plein d'opportunités. Ce que je disais, tu vois, je pense que la clé, elle est là. Te focus sur un projet, tu donnes tout ce que tu as. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si tu veux être focus et aller dans la bonne direction, il faut te former. Soit tu te formes, soit tu te fais assister par quelqu'un. Tu prends du coaching, du consulting. Il y a des gens qui ont déjà fait ce voyage. Accède à leurs connaissances. Et ensuite, se fixer des limites. Dire que moi, c'est vrai que dans les périodes de lancement, peut-être que je vais en avoir 2 ou 3 dans l'année, donc 2 ou 3 mois où je vais lancer des produits. Là, je vais vraiment bosser beaucoup. Donc, je commande des sushis tous les mois, effectivement, enfin, tous les jours pendant 1 mois. Je vais optimiser les interactions que je vais avoir avec les gens parce que je veux garder un dynamisme, parce que le lancement, en fait, c'est toi aussi. C'est ton dynamisme, ton enthousiasme qui inspire les gens. Et le reste du temps, bah, en fait, à 16h, j'ai terminé mon taf. Je vais chercher les enfants à l'école, je reviens et je ne travaille plus. Si je dois rattraper quelque chose, si j'ai des urgences, eh bien, je vais peut-être retravailler un petit peu le soir. D'où l'intérêt aussi de kiffer ce que tu fais. Parce que franchement, si tu kiffes pas ce que tu fais, tu vas pas faire travailler beaucoup. Il y a beaucoup de gens en fait, qui vont rejoindre un marché parce qu'il y a un potentiel en matière de monétisation. Ah, tout le monde fait du drop, donc il y a moyen de faire beaucoup d'argent et tout. Ouais, mais si tu n'aimes pas ce que tu fais, en fait, ça revient au même que si tu étais salarié finalement. Tu vois le truc. Donc moi je pense qu'il faut, si je devais résumer ce propos, je dirais simplement que déjà la famille c'est quelque chose d'important, c'est le plus important. Donc le piège dans lequel les gens ne doivent pas tomber, c'est être que dans le taf, et délaisser la famille. Ouais, c'est ça que je voulais... Enfin, ce qui me fait penser, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à décrocher en fait, parce que y a certains profils de personnalité où ils vont toujours trouver quelque chose à faire. Et en fait, comment tu as réussi à trouver cet équilibre en disant ok,
là je stoppe. Mais t'as ton cerveau qui va dire non mais c'est trop important, trop important, trop important, alors que finalement c'est pas important. En fait, ouais, c'est exactement ça. En fait, il faut vraiment faire un vrai travail sur soi. En fait, une fois, ma fille m'a dit, papa, t'arrêtes pas de travailler tout le temps. Et c'est pas l'image que je veux qu'elle garde à l'esprit. Donc tout de suite, ça a créé un électrochoc. Je me suis dit, waouh, ah ouais. C'est une parole simple, elle a dit comme ça en rigolant, peut-être que c'était pas réfléchi, c'était pas vraiment réfléchi, mais ça m'a marqué en fait. Et je me suis dit, non, subhanallah, en fait, j'ai fait tout ça pour avoir plus de temps en famille, et là je taffe beaucoup, parce que je kiffe ce que je fais. Et ensuite, j'ai travaillé aussi beaucoup sur moi, sur l'instant présent, profiter de l'instant présent. Et quand tu fais ça, Akhil Karim, quand ta fille elle vient te voir, elle te pose une question, tu arrêtes tout et tu la regardes droit dans les yeux, tu lui donnes vraiment ton temps. C'est pas genre, toi tu la regardes, mais ton cerveau il est avec le taf. Tu passes un moment extraordinaire. C'est quelques secondes, mais c'est quelques secondes extraordinaires. Et donc ça crée une émotion positive. Et comme ça suscite en toi une émotion positive, eh bien tu as envie de le refaire. Et tu as plus de facilité à décrocher. Et puis après, il faut se fixer, c'est comme dans tout, il faut se fixer de nouvelles habitudes. Nous, on est obligé, de toute façon, à 16h, il faut aller chercher les enfants. Donc c'est soit moi, soit mon épouse, parce que voilà, on bosse en partenariat sur l'organisation familiale. Mais quand c'est les enfants, c'est l'heure des enfants. Là, c'est top. Je pense que tu dis que faire ce qu'on kiffe, c'est important, et c'est trop important, et alhamdulillah, Rabbil Alamin, qu'Allah nous donne ça. Mais c'est vrai que les gens qui écoutent ce genre de message, ils pensent que, en fait, on kiffe tout, quoi. Mais il faut savoir qu'en étant entrepreneur, tu dois faire ton produit, tu dois faire la communication de ton produit, tu dois faire le service après-vente, tu dois créer le produit, tu dois faire les maquettes, tu dois faire de A à Z. C'est toi, surtout au début, quand tu débutes, où tu n'as personne d'autre que toi pour faire d'être tous les postes de l'entreprise, c'est toi qui les as, toutes les casquettes, voilà. Et donc d'une part, c'est important que l'audience sache ça, qu'il n'y a pas que des tâches, je veux dire, qui sont amusantes. Et d'autre part, donc j'aimerais que tu réagisses là-dessus, et aussi, si tu pouvais aussi nous dire comment faire justement, parce que on sait qu'il y a un papier qu'il faut qu'on remplisse, genre pour l'URSSAF, quoi. Là, j'ai des courriers qui ne sont pas encore ouverts, et je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Il n'y a que ça qu'il faut que je fasse en vrai, mais je ne le fais pas. Ouais, j'avoue, ça c'est relou. Alors, check déjà parce que tu as posé une bête de question. Ta question que tu viens de poser, elle est énormissime en réalité. Tu sais, c'est vrai que moi, dans mon message, je dis aux gens de choisir une thématique qu'ils aiment. Au-delà de ça, en vérité, ce que l'on aime, c'est un pourquoi puissant. Le pourquoi puissant, c'est la ligne d'arrivée. Où est-ce que tu emmènes ta communauté de clients, de prospects, les gens qui te suivent, etc. Où est-ce que tu les emmènes? Quand tu arriveras sur cette ligne d'arrivée, comment tu vas te sentir? Qu'est-ce que tu auras accompli? Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est ça en fait qui doit t'animer. D'accord? Maintenant, bien évidemment, quand tu es entrepreneur, il y a des tâches que tu kiffes pas trop, que tu n'as pas envie que tu dois déléguer. Mais dans un premier temps, comme tu l'as dit, les premiers temps, faut le faire en fait. Faut le faire. Tu sais, je sais plus qui disait ça, c'est dans un livre où les millionnaires ou les milliardaires expliquaient comment ils avaient fait pour en arriver là. Qu'est-ce qui était différent finalement chez eux? C'est qu'ils se réveillent le matin. T'as vu, nous on se réveille le matin, on se dit vas-y, je vais faire un truc simple, je vais répondre à ma boîte mail, je vais faire ça, des trucs qui servent à rien. Et eux en fait se réveillent et se disent tu sais quoi? C'est quoi le truc le plus relou qui peut me faire avancer mes objectifs? Et ils commencent par le truc le plus relou. Et quand tu as commencé, je veux dire, tu te réveilles à 5h du matin, à 7h du matin, tu as fait ta plus grosse tâche de la journée, le truc vraiment relou. Tu es frais pour le reste de la journée. Tu vois, je voulais aborder un truc hyper important. C'est que tu vois, on se lance un peu dans l'entrepreneuriat comme on va, je sais pas, faire les magasins. Enfin, on ne sait pas du tout par où. En fait, l'entrepreneuriat, il faut que ça soit réfléchi. Moi, je me suis lancé comme ça, j'ai perdu énormément de temps. Quand tu dis tu travailles sur plusieurs tâches différentes, en fait, c'est parce que des fois, on a mal cadré ce qu'on doit faire réellement. Il y a des actions qui sont plus pertinentes que d'autres. Il y a des actions qui font avancer nos objectifs, des actions ponctuelles, des actions récurrentes. Et si tu n'as pas identifié tout ça, tous les process liés à ton entreprise, tu ne peux pas la faire évoluer. Et tu travailles dans ton entreprise plutôt que sur ton entreprise. Il y a des gens en fait qui vont passer, moi j'ai passé peut-être 5 ans à travailler dans mon entreprise. Il n'y a qu'aujourd'hui où j'ai commencé à déléguer de manière vraiment large, j'ai une équipe, et je ne pouvais pas déléguer tant que je ne savais pas ce que je faisais dans mon entreprise. Tu
vois, donc je pense qu'il y a de ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais qui travaillent dans le vent, si tu veux. Ouais. Ils font beaucoup d'heures devant leur écran, beaucoup d'heures dans leur business, mais il n'y a rien qui avance. Parce qu'en fait, ils sont dans un automatisme. Voilà. C'est vrai que ça... Tout à l'heure, tu parlais des millionnaires qui font la première tâche dès le matin. Ça m'a fait penser au livre que j'ai pas lu, donc peut-être tu pourras... C'est Avaler le crapaud. Clairement, ce livre. Je sais que ça a impacté plus d'une personne. Oui, c'était une révélation. Ouais. Parce qu'en fait, donc l'auteur dit si tu dois avaler un crapaud tous les jours, tu l'avaleras à quel moment. Et donc le meilleur moyen, c'est de l'avaler le matin. Comme ça, tu es tranquille pour le reste de la journée. Tu vas pas y penser quoi. Hein, voilà, tu vas pas y penser. Et nous, c'est le contraire. En fait, on va attendre la fin de la journée pour faire notre dernière tâche. Et finalement, comme on n'a pas eu le temps, qu'est-ce qu'on fait? On va la repousser ou reporter au lendemain. Et nos projets, ils n'avancent jamais. Je t'assure que c'est pour ça qu'un lancement, c'est bien. Parce qu'un lancement, tu sais exactement ce que tu dois faire le jour 1, le jour 2, le jour 3. Et donc ton projet, il avance. Tu sais, le travail qu'on fait pendant un lancement de produit, dans le monde de l'infoprenariat par exemple, je veux dire, c'est presque un an de travail ou d'avancée. Parce que tu vas travailler sur un tunnel de vente, pour ceux qui ne connaissent pas trop, mais en gros, une stratégie de web marketing hyper avancée que tu vas pouvoir automatiser par la suite si tu le souhaites. Tu fais dans un lancement, il y a une étude de marché, il y a l'interaction avec le marché, il y a travailler sur le marketing, l'offre, la définition des prix, la stratégie social média, il y a tout en fait dans un lancement. Donc quand tu prends un mois pour faire ça, parce qu'il y a des gens qui disent ouais mais vas-y, moi j'ai pas le temps de faire un lancement, bah, tu devrais pas entreprendre, parce qu'en fait si tu peux pas prendre un mois dans l'année pour faire un vrai lancement, interagir avec le marché, bah, en fait déjà tu es amputé de quelque chose. Et d'autre part, en fait, c'est que tu n'es pas fait pour le business. Parce que le business, ça demande quand même un certain investissement. Voilà. Yes. Un bon moyen de savoir si un mot en français il est important, tu regardes comment il est en anglais. Si c'est le même mot, c'est que c'est peut-être un mot important. Regarde. Entrepreneur. Ouais. Tu vois, religion. Ouais, tu vois. Donc, il y a quelque chose, organisation, tu vois. Problème. Voilà, c'est bon. Donc en fait, problème. finalement, on s'y retrouve pas mal, t'as pas besoin d'aller chercher trop loin. Mais ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que, enfin, je pense que c'est pas tout le monde qui veut entreprendre, mais il y en a beaucoup qui veulent entreprendre et qui ne passent pas à l'action. Et un des mots que tu retrouves en anglais, c'est procrastination aussi. Tu vois, ouais, procrastination. Ouais, c'est ça. Et je parlais avec une personne anglaise il n'y a pas très longtemps. Et c'est une personne qu'on appelle au potentiel. Tu vois, une personne qui a un quotient intellectuel très élevé, tout ça. Mais qui finalement n'a pas fait des choses extraordinaires dans sa vie, tu vois. Et si tu regardes... si tu étudies un petit peu cette personne-là, tu te rends compte que finalement c'est la procrastination, quoi. Que au lieu de se préoccuper d'elle et d'avancer, elle a passé son temps à critiquer les autres, si tu veux, et à dire regarde lui il est moins bien que moi. Tu vois, parce qu'elle sait que c'est une personne qui a beaucoup d'idées, beaucoup de choses, mais qui n'est pas passée à l'action, quoi. Donc vraiment ce qui détermine le contrat de procrastination, la productivité, c'est voilà, action. Mais est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu de procrastination et de ton expérience de ça? Moi, c'est quelque chose qui... C'est un poids... c'est vrai, okay. C'est terrible, je pense, c'est plus d'un. Je pense que c'est ça, ça tourne autour de ça, en fait. La vie, c'est la procrastination. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui procrastinent. Je faisais partie de ce public-là. Mais tu vois, dans l'énéagramme, moi, je suis un numéro 9. Le numéro 9, il a cette facilité à narcotiser dans le travail. De passer vraiment beaucoup de temps dans le travail sans voir le temps passer et de faire que ça. Moi, je suis comme ça un peu. Donc, moi, c'était le problème inverse. Je devais lever le pied. Tu vois, parce que lever le pied et me réorganiser, être focus sur une chose à la fois. En fait, il y a beaucoup ma personnalité fait que j'ai envie d'aider tout le monde. Donc, tu viens me parler de ta problématique, j'ai envie de le faire pour toi. Tu viens me parler de ton projet, j'ai envie de t'aider. Et du coup, à un moment donné, j'avais pris trop d'engagement et je me retrouvais perdu, en fait, complètement débordé. Donc, j'avais le problème inverse. C'était pas de la procrastination, c'était du mal à devoir tout gérer. Et pour gérer ça, donc, maintenant je planifie mes projets une fois par an, le mois de décembre. Alors je peux faire des ajustements dans l'année, mais généralement les gros projets, je les valide à la fin de l'année. Et chaque fois que je déroge à cette règle, quand je sors un petit peu de cette règle, c'est problème. Problème, tu vois. Pour ce qui est de la procrastination, il y a
plusieurs techniques que tu peux retrouver à travers les bouquins et autres. Moi, je pense que quand quelque chose t'anime, même si tu es un pro de la procrastination, tu trouves l'énergie pour avancer. Si ton enfant est en train de se noyer et que tu sais même pas nager, tu sais pas nager à la base. Tu vas plonger dans l'eau en fait, directement, c'est ton enfant, c'est important pour toi. Si tu arrives à trouver un projet professionnel, entrepreneurial, qui t'anime de cette façon-là, où tu vois que tu as ta pierre, que tu peux apporter ta pierre à l'édifice, bah, tu as déjà fait la moitié du chemin. Tu as juste à penser à ça le matin pour te lever et être dynamique. Après, voilà, il y a plein de clés, il y a des gens qui te disent que voilà, tu ne réfléchis pas, avance tout de suite, tu réfléchiras après. Ramit Sethi aux États-Unis qui est dans le make money, comment générer des revenus sur Internet, il a une formation aussi sur la procrastination et lui dit en fait qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de mettre fin à leur dialogue interne. Tu sais, par exemple, tu es là, tu es dans ton lit, tu te dis je me lève ou je me lève pas, non mais si je me lève là, mais peut-être que je vais... Dès que tu commences à discuter avec toi-même, t'es mort. En fait, t'es mort parce que ton moi qui veut rester procrastiné, il est plus fort. Donc du coup, je dois me lever, oui je dois me lever. Boum, tu te lèves direct. Tu laisses pas le temps à la discussion de se mettre en place. C'est ça. Donc après, les techniques, je pense que sur Internet, il y en a beaucoup. Moi, je pense que celle qui fonctionne le mieux, c'est d'être animé par une cause, d'être animé par quelque chose de plus grand que nous, ou même quelque chose qui nous tient à cœur, tout simplement. Très juste. Et c'est justement la question suivante que je voulais évoquer avec toi. C'est justement, et j'en fais partie, je pense, et que j'en faisais partie en tout cas à un moment donné, à un moment ou à un autre, c'est que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de projet en fait, qui n'ont pas de choses qui les animent plus qu'une autre. Moi par exemple, ça a été ce qui m'a vraiment sauvé et qui m'a donné un but dans la vie, c'est l'islam. Tout simplement, tu vois, je me suis converti, j'ai trouvé vraiment l'islam et je me suis vraiment... et justement, j'ai fini par me réfugier dedans, tu vois, trouver des excuses en fait. Ah, l'islam ne fait pas ça, donc tu dois être froid, tu dois pas parler aux gens, ou bien tu dois avoir, tu vois, cet esprit comme ça. Mais tout du moins, c'est vrai que à part l'islam et me retrouver avec Allah et faire mes prières et m'améliorer et connaître tout ça, j'avais pas trop de, tu vois, d'autres choses qui m'animaient quoi. Et donc j'aimerais des gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. La majorité des gens sont dans ce cas-là. Ouais, voilà, je veux savoir comment sortir de ça, quoi, pour les gens, comment... Ça se fait pas en un jour. C'est-à-dire que moi, je me suis pas réveillé un matin en me disant ouais, j'ai un pourquoi puissant, c'est génial. D'année en année, ce pourquoi puissant, ce why, il va être ajusté, il va être peaufiné, je vais changer peut-être un peu de direction, mais la finalité, le noyau reste le même. Pour en arriver là, en fait, c'est l'action. Parce que tu sais, quand tu fais des choses sans trop te poser de questions, ou plutôt avec les bonnes intentions, mais sans te dire ouais, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, bah, tu obtiens des résultats. Parce que tu es motivé, tu obtiens des résultats. Tu n'es pas passionné par le truc, mais il y a un intérêt. Et quand tu obtiens des résultats, bah, il se passe quelque chose de fabuleux. Tu commences à te sentir bien. Tu sais, pour moi, les émotions, c'est la clé de la motivation, de la procrastination, de la réussite entrepreneuriale, spirituelle. Tu ressens une émotion positive quand tu réussis quelque chose de concret. Bah, en fait, tu commences à développer progressivement une passion pour cette chose-là. Tu vois, une fois que la passion est là, il te suffit simplement de te poser la question, ok, comment je peux utiliser cette passion que j'ai, qui m'anime, parce que là, une passion, c'est quelque chose qui nous anime, pour atteindre des objectifs encore plus grands. Et là, c'est là où tu peux, en fonction de ta personnalité, soit inclure les membres de ta famille. Tu sais, par exemple, j'ai rencontré des mamans qui avaient du mal à éduquer leurs enfants, qui avaient des problèmes, qui se sentaient débordées parce que c'était des mamans solo, et qui ont commencé à s'intéresser aux méthodes alternatives, type Montessori ou d'autres méthodes. Et donc elles vont commencer à obtenir des résultats avec leurs enfants. Comme elles obtiennent des résultats, elles se sentent bien. Et puis finalement, un an plus tard, tu les retrouves, elles animent des conférences où il y a d'autres mamans qui... Donc moi je pense que c'est l'action, action, résultat, résultat, émotion, émotion, passion. Et puis après, bah, à toi de choisir la voie qui te convient le mieux. C'est vrai, c'est trop vrai ce que tu as dit. C'est pour ça qu'on retrouve certaines personnes qui disent que l'opposé de procrastination c'est action, donc il faut tout simplement dès que la procrastination rentre, il faut passer à l'action, quoi que ce soit quoi. Exactement. Si c'est se lever, aller mettre les poubelles dehors, il faut absolument le faire. C'est ça, et puis s'écouter aussi. On prend pas le temps dans ce monde de s'écouter, tout va trop vite. Tu sais, tu te sens pas bien, tu te poses même pas la question pourquoi je me sens pas bien. C'est cette question, c'est une question bête. Je veux dire, on pourrait tous se la poser. Et ben la majorité des gens ne se la posent pas. Et pourtant, c'est la clé. C'est ça que ça m'a fait penser à ça, ce que je voulais te dire aussi.
et je pense que tu as pas mal de choses à dire là-dessus, c'est justement aussi inviter les gens à se poser aussi, et à se poser. Et moi, je suis un fervent croyant de l'écriture, qui est vraiment comment dire, une façon de procéder le cerveau et de pouvoir justement mettre les choses à plat et même de dénouer des problèmes juste en les écrivant, quoi. Tout à fait, tout à fait. Alors, si tu vois mon écriture, peut-être que tu vas changer d'avis par rapport à l'écriture. Mais en fait, franchement, exactement, l'écriture, quand tu commences à écrire tes projets, il se passe quelque chose. Ouais. Encore mieux quand tu es formé au mind mapping. J'ai du mal à le dire, on a un challenge dans Mission Impossible, on a tous du mal à le dire, mind mapping. Donc, quand tu commences à travailler sur ça, c'est encore mieux parce que c'est adapté à l'apprentissage. Le mind mapping, tu peux expliquer pour ceux qui. Le mind mapping, c'est une façon de designer tes projets, enfin designer une idée, tes projets, prendre des notes. Et c'est toute une méthodologie où tu vas écrire un mot. Et ton cerveau, en fait, comme c'est des branches, c'est un peu comme les neurones de ton cerveau, bah, c'est l'une des façons, ou la façon pour beaucoup, la plus simple d'apprendre et de mémoriser l'information. Ouais. Donc après, tu pourras mettre dans le montage, voilà, mind mapping. Mais en gros, quand tu écris, il se passe quelque chose parce que tu extrais l'information. C'est comme, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont de la théorie dans le cerveau. Des théories. Et au moment de la pratique, ils se rendent compte que c'était totalement différent que ce qu'ils pensaient. Bah, en fait, l'écriture, c'est ça. Ça te permet de cadrer ton projet. Même si j'avoue, j'écris de moins en moins. La dernière fois, j'ai juste écrit mon adresse sur une enveloppe. Genre, j'avais mal à la main, tu vois. Non, c'est vrai qu'avec le digital aujourd'hui, soit j'écris, soit j'écris sur internet, soit je fais des audios. Mais au-delà même de l'écriture, je pense que c'est important aussi pour les gens qui savent pas où ils vont, de se poser et d'essayer de réfléchir. C'est exactement comme tu disais, quoi. C'est-à-dire se poser, dire pourquoi ça va pas, où est-ce que je vais, et vraiment, tant qu'il n'y a pas une réponse qui arrive, il faut arrêter de. En fait, ouais, puis, tu sais, dans le problème d'avance parlementaire, il parle beaucoup de la mort, comme un rappel. Quand vraiment, disons, t'arrives pas à méditer sur toi, pense à la mort. Ok, je vais mourir, qu'est-ce que j'aurais laissé concrètement? Est-ce que j'aurais laissé des enfants bien éduqués, au top? Est-ce que j'aurais marqué les gens avec qui j'ai interagi? Est-ce que j'aurais laissé une empreinte positive sur cette terre? Il y a beaucoup de gens en fait qui reviennent vers moi, qui me disent ouais et tout, moi j'ai pas envie d'impacter le monde. Mais c'est notre but d'impacter le monde. Quand je dis impacter le monde, c'est pas le monde au niveau international forcément. Même si moi c'est mon objectif, ça peut être simplement impacter ta famille. Comment tu fais pour impacter ta famille? Bah, tu t'impactes déjà toi-même, tu vois. Donc c'est ça, penser à la mort, se dire ok, je vais partir. Peut-être demain, peut-être tout de suite, peut-être tout à l'heure, peut-être dans un an. Qu'est-ce que je fais concrètement? Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite maintenant? Quelle graine je peux planter que je peux retrouver dans l'au-delà? Et vraiment frère, tu sais, il y a un truc qui me pousse à vraiment faire des événements physiques, parce que moi je suis un mec du web à la base, et quand je fais des événements physiques et que je rencontre des gens que j'ai jamais vus, avec qui j'ai jamais parlé, et qui me disent franchement, j'ai fait ça, merci, j'ai regardé ta vidéo, machin, bah en fait je me dis, subhanallah, en fait tu vois, ça y est, tu plantes des graines, tu les oublies, et tu connaîtras la vraie valeur de ces graines, ou le véritable impact de ces graines, que Yom al-Qiyamah, le jour de résurrection. Et ça, franchement, c'est inspirant. C'est ce qui m'inspire aujourd'hui et ce qui me permet d'en faire toujours plus. Et vraiment, je me dépasse. Je veux dire, j'en fais plus que ce que je devrais faire parce que je kiffe, parce que je suis animé. La dernière fois, j'avais fait une photo sur Instagram où j'étais fatigué, c'était après un lancement. Et ma soeur me dit non, ça y est, tu connais pas Instagram? Instagram, on ne met pas de photos comme ça. Tout le monde est beau gosse sur Instagram. Et je lui dis non, en fait, il faut montrer aux gens que des fois, pour obtenir des résultats high level, il faut se dépasser, il faut être fatigué. On est des êtres humains derrière ici. Tu vois le truc? Donc on va clôturer. En tout cas, Saïd, tu nous as partagé vraiment des pépites, ça fait vraiment plaisir machin, de t'entendre. C'est moi qui te remercie de me donner cette... Parce qu'en fait, tu sais, le fait d'avoir cet échange-là, ça nous impacte tous les deux. Encore une fois, c'est quoi? C'est tous les deux qui donnent. Je te donne, tu me donnes, et tout le monde se sent bien. Et puis là, alhamdoulilah, ta vidéo, tu vas la poster, j'imagine, un peu partout, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et ça va toucher des personnes que tu connais même pas. Bien sûr. Et on espère que ça leur sera profitable, Inch'Allah. Bien sûr. Donc il me reste deux choses à faire. La première chose, c'est où est-ce qu'on peut connaître où est-ce qu'on peut apprendre à te connaître et rentrer en contact avec tes différentes casquettes, tes occupations, tout ça, c'est quoi tes réseaux là? Le meilleur endroit, franchement, aujourd'hui, c'est mon site internet, saïdamzil.com, tout simplement. Sur Instagram, je suis de plus en plus actif. Et j'ai bien évidemment le groupe Cône Saïden,
qui est un groupe que j'ai fermé pour l'instant, mais voilà, j'essaye toutes les semaines de partager du contenu à faire valeur ajoutée. Cette vidéo, j'espère pouvoir la partager également, Inch'Allah. Et voilà, mais sinon sur mon site internet il y a déjà tout, il est mis à jour assez régulièrement. Donc, voilà. En tout cas au moment où je fais ce live, au moment où je fais cette interview, il est Comment on fait pour rejoindre Kun Saidan? Alors sur le site justement... Parce que je dis ça parce qu'il y a quand même des formations dessus qui sont Tout à fait. mises. Donc, Tout à fait. En fait, Kun Saidan, donc c'est le groupe des impacteurs. Une fois que tu es inscrit à ma newsletter, une fois que tu es inscrit au groupe des impacteurs, tu as accès au groupe Kun Saidan. Dans le groupe, tu as des formations sur l'entrepreneuriat, sur la psychologie, sur le mindsetting. Bref, chaque fois que j'ai du contenu qui peut aider les membres, je le partage. Sachant que on crée du contenu, on partage du contenu en accord avec les besoins exprimés par les membres. Et le but de ce groupe, c'est vraiment important, c'est de créer une communauté d'impacteurs. Donc impacteurs, impacteuses, je veux créer 100 000 personnes. Et 100 000 personnes, Inch'Allah, un impacteur, c'est simplement une personne qui va utiliser sa ressource, son talent, un don qu'Allah lui a donné pour impacter le monde à plus ou moins grande échelle. Donc voilà. Ok. Parfait. Maintenant, Saïd Amzil, Khalas, Fat, c'est terminé. Il te reste là cette opportunité fantastique que je te donne de nous donner 3 conseils. D'accord. C'est ces 3 conseils-là que si tu devais laisser quelque chose, eh ben, tu laisserais ces 3 conseils-là. D'accord, ok. Le premier conseil que je donnerais, c'est se rapprocher de personnes inspirantes. En fait, le premier conseil que je donnerais, c'est quand on a un objectif, c'est de se rapprocher aux personnes qui nous inspirent et qui ont déjà atteint cet objectif-là. Si mon objectif ultime, et c'est le cas de tous les musulmans, c'est de me connecter à Allah subhanahu wa ta'ala, je vais me rapprocher des gens qui, en leur compagnie, ça me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, ça c'est le premier conseil que je donnerais parce que Allah, il a fait en sorte que notre, si tu veux, on va automatiquement se conformer à notre environnement et au groupe auquel on appartient. Si tu appartiens à un groupe inspirant, qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui met en place des actions, qui est optimiste, etc., sans trop d'efforts, tu deviendras membre de ce groupe. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Et sincèrement, si j'avais eu ce conseil avant, peut-être j'aurais gagné des années. Je fais beaucoup de bêtises et c'est Allah, il fait bien les choses. C'est ces bêtises-là. Vraiment, il faut que je partage. Enfin, ça me rappelle le hadith du prophète sallam où Allah envoie des anges et en promettant au paradis tous les gens qui sont dans cette assemblée de dhikr, de rappel d'Allah. Ouais. Et puis il y a l'ange qui revient à Allah et qui dit mais Allah, il y avait une personne, elle était juste venue pour résoudre un problème, un différent avec un autre. Il a dit comptez-le, mettez-le dedans. Mais frère, comptez-le, c'est énorme, c'est énorme parce que comptez-le, c'est-à-dire que cette personne elle est impactée, il est venu vite fait comme ça, il est impacté. Alors imagine, tu passes vraiment du temps avec ce groupe de personnes, d'accord? Et ça équivaut pour, c'est valable, je veux dire, pour tous les types d'objectifs, aussi bien un objectif spirituel, objectif entrepreneurial, professionnel, éducatif, tous les objectifs. Tu veux atteindre un objectif, mélange-toi avec les personnes qui ont déjà atteint cet objectif-là. Ça, c'est mon premier conseil. Là où tu me poses une colle parce que je vais devoir trouver 2 autres conseils. On a besoin. Non, le deuxième conseil que je donnerais, c'est essayer. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Mais c'est vrai que celui-là, il vaut tous les autres conseils. Je dis sûr. Amine parce que c'est vrai, c'est la vérité. Le deuxième conseil, c'est d'essayer, autant que faire se peut, d'interpréter l'information de manière positive. Dans des sciences comme la PNL, on appelle ça le recadrage. Il se passe quelque chose, ok, quel sens positif je peux donner à cette chose? Ou dans quel contexte cette chose-là peut être positive? Le simple fait de se poser ces 2 questions-là, eh bien, ça permet de réinterpréter la réalité de manière positive. Et on en a tous besoin, parce que la positive attitude, même si ça en fait sourire beaucoup, c'est ce qui va te rendre plus productif, plus communicatif, et te permettre d'impacter les gens. Tu sais, la maladie, c'est contagieux. Il y a des maladies qui sont contagieuses. Et bien, la positive attitude, frère, c'est contagieux aussi. Tu es positif, automatiquement, les gens autour de toi le seront, parce que tu vas les impacter. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil que je donnerais, c'est, alors ça c'est vraiment pour les personnes qui vivent des épreuves, et c'est un conseil personnel que je vais leur donner. Je ne suis pas né comme ça avec la réussite professionnelle. Je suis vraiment passé par, j'étais plus bas que terre, ceux qui viennent dans mes workshops, je raconte un peu mon histoire, donc ils le savent. Et celui qui m'a sauvé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me suis retrouvé dans des situations tellement gravissimes que je ne pouvais que m'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que pour moi, c'était le seul qui pouvait me sortir de cette galère. Et il m'a sorti des ténèbres vers la lumière. Et rien que pour ça, en fait,
je ne peux plus, et là j'espère, m'écroire parce que il a vraiment fait, c'est un miracle qu'il a fait avec moi et qu'il a fait avec d'autres, parce qu'après tu analyses la vie des gens et tu vois qu'il a fait la même chose. Quand les gens arrivent au plus bas, qu'ils s'en remettent à lui, automatiquement il les prend et il les sort de cette galère. Et en plus, il fait de cette épreuve qu'ils ont vécue une leçon pour eux et pour l'ensemble des personnes qu'il côtoie. Machallah. J'étais au top. 10 sur 10, barakallah fik. Alors nous, on commence par un check, on finit par un câlin, tu vois. Frère, avec Ça grand c'est comme plaisir. ça que ça se passe ici. En plus, j'ai affaire en empathique, donc je sais que ça va aller. Jazakallah khair. Merci beaucoup frère, merci. Avec plaisir. C'était vraiment, ça me fait vraiment plaisir, machallah. Allah yabarak fik.